Examinons 3 points. D'où vient cette guerre entre les États-Unis et l'Iran? Comment cette guerre va-t-elle se terminer? Et que va-t-il se passer après la fin de cette guerre? Et pour répondre à ces 3 questions, nous devons discuter de la nature et de la structure de notre réalité. Et la première chose que vous devez comprendre, ce qui est très difficile, c'est que notre monde est une hallucination. C'est une fantaisie collective, n'est-ce pas? Alors, pour comprendre cette idée, regardons l'allégorie de la caverne de Platon. D'accord? Platon, désolé. L'allégorie de la caverne de Platon. Et donc, dans cette caverne, nous sommes profondément enfouis, sous terre, et il fait sombre. Il y a un peu de lumière qui entre, mais pas beaucoup, et nous sommes tous enchaînés en ligne, ensemble, d'accord? Et nous sommes environ 1 million. Nous sommes au sol, enchaînés à la terre, et nous ne pouvons vraiment pas bouger. Nous ne pouvons pas nous lever, nous ne pouvons pas nous déplacer. Même nos coups sont entravés. Donc, nous ne pouvons pas nous retourner pour voir le monde autour de nous. D'accord? Donc, nous sommes environ 1 million, tous assis et fixant ensemble un mur. Ce mur est vide. Derrière nous, il y a un grand feu. Et il y a des gens autour de ce feu, d'accord? Ils. Nous ne savons pas qui ils sont, mais eux, ils sont libres de se déplacer. Et ce qu'ils font, c'est ceci. Ils prennent des marionnettes, puis ils projettent les marionnettes sur le mur, créant des ombres. Et nous sommes fascinés par ces ombres, parce qu'avant, nous fixions un mur vide. Et maintenant, il y a ces ombres qui bougent. Et nous pensons que ces ombres sont réelles parce que nous ne savons pas mieux. Alors nous leur donnons des noms. D'accord, nous leur donnons des noms et nous créons un langage afin de raconter des histoires à propos de ces ombres. Et cela devient vraiment notre réalité collective, d'accord? Donc, une autre façon de dire cela, c'est que la réalité est une conscience collective qui est en fait une hallucination. D'accord? Très bien. Donc, il y a certaines choses à propos de cette réalité dont nous devons nous souvenir. D'accord? Donc, tout d'abord, ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que ce qui crée cette réalité, c'est notre conscience, notre imagination, notre perception. Personne d'autre, nous, d'accord? Autrement dit, la richesse dans la société, c'est notre conscience. La quantité de réflexion que nous mettons dans quelque chose. Alors, laissez-moi vous donner un exemple. Disons simplement que je vous demande de fabriquer un vase à vendre sur le marché, d'accord? Pendant que vous fabriquez ce vase, si vous écoutez de la musique, si vous discutez avec un ami, si vous n'êtes pas pleinement conscient, concentré et attentif à la fabrication de ce vase, il ne sera pas très bon. Mais si vous êtes complètement concentré sur la création du plus beau vase possible et que rien ne vous distrait, alors ce vase sera magnifique. Et donc, il aura plus de valeur sur le marché. D'accord? Donc, en d'autres termes, c'est notre attention consciente qui crée la richesse dans ce monde. Et c'est vraiment l'argent ou le capital qui extrait et stocke notre conscience pour la transformer en richesse. Très bien, c'est un concept vraiment important.
que la plupart des gens ne comprennent pas, mais vous devez comprendre cela si nous voulons comprendre la nature même de la réalité. D'accord? Donc c'est la première chose que vous devez comprendre. Cette réalité est structurée pour extraire notre conscience afin de créer de la richesse pour l'élite, pour ces personnes. D'accord? Et historiquement, il y a eu différents mécanismes que l'on peut utiliser pour extraire et stocker la richesse. Très bien. Donc vous avez peut-être la religion, d'accord? Et donc pensez aux pyramides. Parce que les pyramides en Égypte sont capables de focaliser votre attention et de vous motiver à accomplir certaines actions, à participer à des cultes religieux. Mais nous n'avons pas besoin de temple. Donc, c'est une forme de capital. Une autre forme de capital, bien sûr, c'est l'idée des histoires. Homère. N'est-ce pas? Homère est le père de la civilisation grecque parce qu'il a écrit l'Iliade et l'Odyssée qui sont capables de focaliser l'attention des gens et de les pousser à accomplir de grandes choses. Ensuite, bien sûr, dans le monde d'aujourd'hui, vous avez la Bible. Et le principal mécanisme pour extraire et stocker la richesse dans le monde actuel, bien sûr, c'est le dollar américain. Mais il y a maintenant une autre force qui est en train d'être créée pour remplacer le dollar américain. Et cela s'appelle l'intelligence artificielle. Très bien. Donc, ce dont nous parlerons plus tard, c'est qu'il y a en réalité une guerre en cours pour l'âme de l'humanité, pour la conscience humaine, entre le dollar américain, l'ancien ordre mondial et l'intelligence artificielle, le nouvel ordre mondial, d'accord? Mais je veux que vous gardiez cela à l'esprit. Très bien, donc c'est la première chose que je veux que vous compreniez. La deuxième chose que j'ai besoin que vous compreniez, c'est que ces personnes, eux, nous ne savons pas qui ils sont, d'accord? Mais ce que nous savons, c'est qu'ils ne nous forcent à rien. Ils ne sont pas assez nombreux, d'accord? La façon dont ils maintiennent le pouvoir, c'est par la manipulation, la ruse et la tromperie. Et nous le savons parce que dans l'allégorie de la caverne de Platon, un jour, pour une raison quelconque, une personne se dit « Tu sais quoi? J'ai l'impression que ce n'est pas le vrai monde. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose en dehors de cette caverne. » Alors, il ou elle commence à jouer avec les chaînes et se rend compte que ce ne sont pas vraiment des chaînes, ce sont juste des cordes. Je peux simplement m'en débarrasser. Et il y a cette chaîne autour de mon cou, c'est comme un ruban, je peux simplement l'arracher. Et il ne sait même pas pourquoi il fait ça, mais il le fait. Il le fait vraiment. Et quand il fait ça, il s'en fiche complètement. Genre, peu importe mec, fais ce que tu veux. Et donc il se libère. Il est aveugle parce qu'il a vécu dans l'obscurité toute sa vie. Mais d'une certaine manière, il se rend compte qu'il y a cette lumière, d'accord, à l'extérieur de la caverne. Et il est attiré par cette lumière. Alors il marche, trébuchant vers cette lumière. Et encore une fois, il le regarde. Ils sont là genre, on s'en fiche, fais ce que tu veux mec. Il ne l'arrête pas. Il sort à la lumière et maintenant il est dehors et c'est une lumière pure. D'accord, il a quitté la caverne et au début il souffre et il a du mal à se réorienter dans ce nouveau monde. Mais finalement, il tombe amoureux de ce monde. C'est un monde magnifique et pour lui, c'est comme le paradis. Et il se dit, « Oh mon Dieu, c'est le vrai monde. La caverne est un faux monde que nous avons créé nous-mêmes. Laisse-moi y retourner et dire la vérité à tout le monde. » Et quand il revient, eux, encore une fois, l'élite ne l'arrête pas. Genre, fais ce que tu veux, mec. Fais ce que tu veux, d'accord? Donc, ceux qui sont au pouvoir, tu penses qu'ils ont une armée. Tu penses qu'ils ont de la magie. Et tu penses qu'ils sont maléfiques. Mais en réalité, tout leur pouvoir repose sur notre croyance en leur pouvoir. D'accord? Eux-mêmes n'ont aucun pouvoir, à part celui de nous manipuler. D'accord, c'est quelque chose que tu dois comprendre. La troisième chose que tu dois comprendre, c'est que même si ce monde est faux, les gens ne le savent pas. Ils pensent qu'il est réel. En fait, ils y croient tellement qu'ils sont prêts à mourir pour lui. Donc, quand cet homme qui a vu le paradis, qui a vu la vérité, qui est revenu pour dire à tout le monde « Ces chaînes que vous portez ne sont pas réelles.
nous pouvons nous libérer et nous échapper dans le monde réel. S'ils osent leur dire cela, ensemble, ils le tueront. D'accord, tu comprends. Donc, en d'autres termes, la réalité est une hallucination. Elle est créée par nous, mais nous en tombons amoureux. Nous y sommes tellement attachés psychologiquement et émotionnellement que si quelqu'un nous dit qu'elle est fausse, nous le tuons pour cela. D'accord? Donc, ces trois choses, je veux que tu les gardes à l'esprit pendant que nous explorons notre monde. Parce que notre monde, en réalité, n'est que la caverne de Platon. Très bien, alors laissez-moi vous montrer comment. D'accord, alors, il faut une force pour créer cette réalité, pour nous enchaîner ensemble, d'accord? Et cette force, bien sûr, s'appelle l'Empire américain, ou l'Empire, en gros, simplement, l'armée. Mais eux-mêmes ne veulent pas vraiment contrôler ce monde parce qu'ils sont une armée, d'accord? Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils permettent la création d'un ordre financier, un ordre financier mondial qui ensuite construit le jeu auquel nous jouons, d'accord? Et ces personnes-là construisent alors la réalité dans laquelle nous vivons, d'accord? Donc, voici l'ordre financier mondial. Et qu'est-ce que cet ordre financier mondial? Eh bien, tout en haut, il y a quelque chose qui s'appelle la Banque des règlements internationaux à Bâle, en Suisse. D'accord? La Banque centrale des banques centrales. En dessous d'eux, il y a la Banque mondiale, le FMI, le Fonds monétaire international. Qui contrôle les règles de l'ordre financier mondial? Et en dessous d'eux, il y a ce qu'on appelle les banques centrales. D'accord? Donc, la Réserve fédérale aux États-Unis, la Banque populaire de Chine en Chine, d'accord? La Banque d'Angleterre en Angleterre, d'accord? Donc, ensemble, ils créent l'ordre financier mondial. Et qu'est-ce que l'ordre financier mondial? C'est simplement utiliser les États-Unis, le dollar comme un mécanisme d'extraction et de stockage de la richesse, d'accord? C'est vraiment simple. Le dollar américain, le dollar. Une autre façon de comprendre ces personnes est de les considérer comme les maîtres du jeu. Ceux qui sont au-dessus de nous, qui ont construit le jeu et contrôlent les règles du jeu pendant que nous y jouons. Les maîtres du jeu. Donc, une fois que le jeu a été créé avec ses règles et ses incitations, nous pouvons maintenant jouer au jeu. Et ce jeu s'appelle l'économie mondiale. Très bien. Donc, lorsque la Chine commerce avec les États-Unis, lorsque vous partez en vacances en Europe, vous participez tous à un jeu créé par l'ordre financier, d'accord? Et le but de cet ordre financier mondial, de cette économie mondiale, est de faire en sorte que tout le monde joue autant que possible. Afin que la richesse puisse être transférée du monde vers les États-Unis, vers les puissances en place, d'accord? Et ils font cela à travers deux mécanismes. Le premier, c'est le dollar américain. Le dollar. En utilisant le dollar, vous payez une taxe à l'Amérique, car elle peut imprimer autant de billets qu'elle le souhaite. La deuxième façon dont elle procède est via la hiérarchie des prix. D'accord, une hiérarchie des prix. Donc, l'économie mondiale est divisée en plusieurs niveaux. D'accord? Donc, les ressources sont considérées comme les moins chères, alors qu'en réalité, elles devraient être les plus chères, n'est-ce pas? Parce que les ressources sont limitées, elles sont finies. Au-dessus des ressources, bien sûr, il y a la fabrication. Et au-dessus de la fabrication, il y a l'économie de la connaissance. Et enfin, tout en haut, il y a la finance, d'accord? En gros, ce sont les maîtres du jeu. Très bien, donc comme nous pouvons le voir, une fois que nous avons mis en place cette hiérarchie des prix, ce que nous pouvons faire maintenant, c'est diviser le monde, selon les spécialités, d'accord? Donc, pour les ressources, bien sûr, ce serait la Russie. La Russie, le Moyen-Orient, le CCG, d'accord? L'Arabie Saoudite, ces endroits-là, d'accord? Donc, ces endroits fournissent les ressources. La fabrication, ensuite, ce serait la Chine, n'est-ce pas? La connaissance serait l'Europe.
et les Five Eyes, en gros la sphère anglo-saxonne, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Grande-Bretagne et puis, bien sûr, les États-Unis. D'accord? Désolé. Les États-Unis. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un système qui profite aux États-Unis et à leurs alliés au détriment de la Chine et de la Russie. Mais c'est ainsi que le jeu est structuré. Bien sûr, si les États-Unis ne vous apprécient pas, ce qu'ils peuvent faire, c'est ne pas vous permettre de participer à ce jeu. Et ces pays, bien sûr, seraient la Corée du Nord et l'Iran, parmi d'autres pays. D'accord? Donc la Chine et la Russie ne sont pas satisfaites de ce système, mais au moins elles peuvent y participer. L'Iran et la Corée du Nord ne sont même pas autorisés à participer au jeu de l'économie mondiale. D'accord? Maintenant, bien sûr, il ne faut pas que les gens croient que, d'accord, toute cette économie mondiale est structurée de façon à ce que l'Occident puisse voler les ressources de tout le monde. Donc, ce que vous faites, c'est créer une autre couche appelée l'ordre national fondé sur des règles. Des organisations multilatérales qui incluent l'ONU et l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. C'est ce qu'on appelle l'ordre national fondé sur des règles. Mais en réalité, il est contrôlé par l'Empire. Donc, tout cela n'est en fait que des ombres projetées sur un mur par l'Empire, d'accord? Pour nous tromper et nous faire agir comme l'Empire le souhaite. Très bien. Maintenant que vous avez mis le système en place, ce que vous devez faire, c'est endoctriner les gens pour qu'ils croient que ce système est juste, équitable et bon. D'accord? Et pour cela, vous utilisez 3 mécanismes. Ces 3 mécanismes, bien sûr, sont l'éducation, les médias et la culture, n'est-ce pas? Qu'est-ce que l'éducation? Eh bien, les écoles, les gars et les universités, le monde académique. Vous pensez que vous allez à l'université pour acquérir des connaissances. Non, ce n'est pas le cas. Vous allez à l'université pour être conditionné et pour croire que le système n'est pas seulement juste, mais qu'en réalité, ce qui fait vraiment fonctionner ce système, ce sont les règles fondées sur l'ordre national. D'accord? Vous pensez même à l'Empire. Voilà pour l'éducation. Ensuite, bien sûr, il y a les médias comme CNN, la BBC, le New York Times. Chaque fois que vous lisez un article, vous pensez recevoir des informations. Vous ne recevez pas des informations. On vous conditionne à croire que cet ordre est juste, équitable et approprié. D'accord? Une expression que vous entendrez sans cesse, c'est ordre naturel fondé sur des règles. D'accord, mais ce n'est pas un ordre naturel fondé sur des règles. C'est la caverne de Platon. C'est une tromperie. Et enfin, bien sûr, il y a la culture, c'est-à-dire Hollywood, les émissions de télévision, les sitcoms, toutes ces choses que vous absorbez chaque jour. Il y a la haute culture et la basse culture. Très bien, donc ce sont 3 mécanismes par lesquels cet ordre est essentiellement inculqué à tout le monde. De sorte que vous ne réalisez même pas qu'il s'agit d'une tromperie, d'accord? Vous croyez que c'est la réalité elle-même. Et tout cela vise à créer des valeurs et des normes. D'accord? Simplement la façon dont vous percevez le monde, ce qui permet la création d'une structure juridique. Ainsi, si vous enfreignez les règles, ce n'est pas l'élite qui viendra vous chercher. Ils n'ont pas besoin de venir vous chercher parce que tout le monde viendra vous chercher. Si vous découvrez que tout est une tromperie, on vous tuera. Pas les élites, mais vos proches, car vous brisez leurs fantasmes, vous détruisez leurs illusions. C'est un système très efficace. Le problème, cependant, c'est qu'il faut diffuser le système. D'accord, donc il y a 3 problèmes. D'accord, tout d'abord, il faut protéger ce système, le statu quo. Ensuite, il faut aussi répandre ce système. D'accord, et puis il faut aussi justifier le système. Et vous faites cela à travers 3 systèmes transnationaux, 3 organisations transnationales. Et celles-ci sont, d'accord. La première, bien sûr, c'est le renseignement. Qu'est-ce que le renseignement? Des espions, d'accord? Leur travail consiste à infiltrer les élites d'autres nations et à les intégrer dans le système. C'est ça leur travail, d'accord? C'est ce que fait le renseignement. Ensuite, il y a le crime.
Le crime s'engage simplement dans les entreprises les plus lucratives, ce qui inclut, bien sûr, la drogue, la traite des êtres humains et quelque chose qu'on appelle le blanchiment d'argent, d'accord? Et c'est une façon d'inciter l'élite mondiale à collaborer. D'accord, donc ça, ce sont les deux premiers. Et puis, il y a un autre mécanisme qu'on appelle la science. Maintenant, vous pensez que la science consiste à rechercher la vérité. Non, ce n'est pas le cas. En fait, la science consiste fondamentalement à trouver des preuves pour justifier et protéger le statu quo. C'est pour cela que la science est fondamentalement matérialiste. D'accord, très bien. Et quoi? Donc il faut se rappeler que ce système essaie de créer des valeurs, n'est-ce pas? Et ces trois grandes valeurs, c'est ce qu'on appelle la société ouverte. C'est quoi la société ouverte? C'est la mondialisation, le multiculturalisme, la DEI, non? Pourquoi est-ce bien? Parce que c'est bien. On ne sait pas. C'est bien. Vous comprenez? Ils vivent pour une raison. Mais c'est toujours, eh bien, si tu n'y crois pas, ça veut dire que tu es raciste, ce qui est mal. D'accord. Donc, la société ouverte. La deuxième, c'est l'idée de privatisation, ou ce qu'on appelle le néolibéralisme ou le marché libre. C'est-à-dire que les gouvernements sont nuls dans ce qu'ils font. Donc, il faudrait laisser les entrepreneurs privés tout contrôler. Voilà, cette idée de néolibéralisme. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup de preuves pour soutenir cela, mais si tu n'y crois pas, ça veut dire que tu es communiste. D'accord? Ce qui est mal au passage. Et la dernière chose, bien sûr, c'est le consumérisme. D'accord? Donc, le consumérisme, c'est juste comment prouves-tu ta valeur dans la vie? Comment poursuis-tu un but et un sens dans la vie? Achète des trucs, mec, d'accord? Et ensuite, mets-les sur Instagram pour que les gens puissent liker, tu vois? C'est ça, la valeur de la vie, mec. Gagne autant d'argent que possible, puis achète un yacht, trouve-toi une copine super canon et diffuse tout ça sur Instagram et là tu es un héros, d'accord? Bien sûr, ce dont on ne parle pas, c'est que ce système rend les gens seuls, malheureux, déprimés, suicidaires. Mais bon, c'est parce qu'ils ne prennent pas assez de médicaments, non? Si tu es déprimé, tu devrais prendre n'importe quel deux cadeaux et ça réglera le problème, non? D'accord. Donc, puisque l'intelligence, le crime et la science sont au-dessus de l'État-nation, il te faut d'autres mécanismes pour réellement faire fonctionner ces trois choses et celles-ci. Et donc, ce qui permet au système de fonctionner, c'est un ensemble d'élites. D'accord? Et tu peux les diviser en trois groupes. D'abord, il y a le capital transnational. Donc, pense, tu sais, à la finance, au capital transnational. Ensuite, il y a les sociétés secrètes. Et puis, il y a les familles, d'accord? Donc, les familles d'élite. Très bien. Et ces trois organisations elles-mêmes sont délimitées par quelque chose qu'on appelle l'occulte. Et on en parlera plus tard, d'accord? L'occulte. L'occulte, c'est en gros un savoir caché, secret, non accessible au public qui vient de trois endroits. D'autres endroits aussi, mais on va regarder trois endroits, d'accord? La philosophie hermétique, la Bible et la Kabbale, d'accord? Nous en parlerons plus tard. Ne t'inquiète pas trop de l'occulte pour l'instant. Je te montrerai ce qu'est l'occulte plus tard. Mais c'est ainsi que le système fonctionne. Très bien, donc il y a quelques questions à ce sujet. La première question est, d'accord, eh bien, si c'est vrai, pourquoi ce système est-il séparé de cet autre système, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas simplement dire que l'occulte est la base de tout? Et ensuite, il y a l'élite, puis la science, l'intelligence, le crime et enfin l'empire. Et la raison à cela, c'est que c'est vraiment important pour vous de comprendre. C'est le parasite. C'est le parasite. En réalité, il ne crée rien. Tout ce qu'il fait, c'est absorber la valeur, extraire la valeur. Et ça, c'est l'hôte. Donc, en fait, ce sont deux systèmes séparés. Ceci est l'hôte et ceci est le parasite. Votre prochaine question serait alors, d'accord, supposons que ce soit vrai.
Quelles sont les preuves que cela fonctionne réellement? Parce qu'il doit bien y avoir des gens pour faire fonctionner ce système, non? Bon, je vais vous donner quelques noms, d'accord? Très bien. Alors, si ce système est effectivement tel qu'il est, il devrait y avoir des personnes en place pour le faire fonctionner, n'est-ce pas? Bon, je vais vous donner quelques noms. Je vais vous donner deux noms. Jeffrey Epstein et Jared Kushner. D'accord? Et je vous expliquerai qui ils sont au fur et à mesure. Et que dire de ces familles, notamment des Rothschild? Société sérieuse. Chabad Lukowicz? Bien. Et là, vous vous dites, c'est un complot. Ce n'est pas possible. Eh bien, tout cela est vrai. Et je vous apporterai plus tard la preuve que tout cela est vrai. Au fait, certains d'entre vous vont se dire, ce sont tous des juifs, mec. Alors pourquoi dit-on que les juifs dirigent le monde? Eh bien, parce que les preuves que nous avons impliquent ces personnes qui sont juives. Mais il y a d'autres personnes qui sont encore plus puissantes, qui parviennent à rester dans l'ombre, d'accord? Donc ce n'est pas vraiment juste de dire que c'est un complot juif. Je pense que cette explication, ce système, est en réalité bien plus complexe que de simplement dire que ce sont tous des juifs. D'accord? Très bien. Maintenant, ce que je veux aborder, ce sont les problèmes de ce système. D'accord? Et une fois que vous comprendrez les problèmes de ce système, alors nous pourrons comprendre pourquoi cette guerre en Iran a lieu, où elle mène, et ce que cela signifie pour le monde. D'accord? Il y a donc certains problèmes avec ce système. Je veux que vous y prêtiez attention. Le premier problème majeur, c'est que tout cela repose sur l'Empire, la perception de l'Empire. Et ce que cela signifie, c'est que tout le monde doit croire que l'Empire américain est invincible. Il ne peut pas être vaincu pour que le système fonctionne, n'est-ce pas? Dès que les gens commencent à croire qu'il existe des alternatives, que l'Empire est faible, alors le système ne peut plus fonctionner. Et donc, par conséquent, la seule solution à ce problème, c'est que l'Amérique doit aller faire la guerre sans raison. Vous comprenez? C'est comme être le tyran de l'école, n'est-ce pas? Les gens te donnent de l'argent parce qu'ils pensent que tu es un tyran et que tu n'es pas raisonnable. Et donc, pour le prouver, de temps en temps, tu dois aller tabasser un autre gamin sans raison, d'accord? Tu frappes le gamin et tout le monde a peur. C'est l'Amérique. Ça explique toutes ces guerres au Moyen-Orient depuis 20 ans, non? Pourquoi envahir l'Afghanistan? Pourquoi l'Amérique a-t-elle envahi l'Irak? Pourquoi a-t-elle fait exploser la Syrie? Pourquoi a-t-elle fait exploser la Libye? Pourquoi attaque-t-il l'Iran? Pour prouver au monde entier que je suis toujours le plus grand, le plus méchant des tyrans du quartier. Alors tu ferais mieux de m'obéir ou je viendrai te tabasser, d'accord? Très bien, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que le système, comme vous pouvez le voir, est vraiment injuste envers beaucoup de pays. L'Iran, la Corée du Nord, la Russie en particulier, d'accord? Donc cela nous aide à comprendre pourquoi la Russie a envahi l'Ukraine en 2022. Parce qu'ils essaient de renégocier ce système, n'est-ce pas? Parce qu'en ce moment, le système les discrimine. Il extrait leurs ressources pour très peu d'argent. Donc ils veulent renégocier ce système. Maintenant, quand on renégocie ce système, c'est en montrant que l'Empire n'est pas si redoutable, n'est-ce pas? Et cela nous montre aussi pourquoi l'Amérique refuse d'abandonner l'Ukraine. Cette guerre a été perdue il y a environ 2 ans, d'accord? L'Ukraine n'a absolument aucune chance. Pourquoi cette guerre continue-t-elle? Parce que si la perception que l'Empire est faible, que l'Empire peut être vaincu, si cette perception, si les gens en prennent conscience, tout cet édifice s'effondre, d'accord? Les gens voient enfin que tout cela est illusoire. L'Amérique doit donc continuer à se battre. Cela explique pourquoi elle a envahi l'Iran, pour envoyer un signal à la Russie. Je suis toujours le plus grand, le plus méchant des tyrans. Et maintenant, nous comprenons ce que fait l'Iran. L'Iran attaque maintenant tout cet édifice. Si vous y réfléchissez, ce que l'Iran comprend, c'est ceci. Je ne peux pas attaquer l'Empire directement.
D'accord? Il est trop puissant. Ils ont des armes nucléaires. Je ne vais pas attaquer le système éducatif, médiatique et culturel de l'Amérique parce qu'il est trop enraciné. Je ne peux pas attaquer l'ONU et l'OMC, mais tout cela est contrôlé par l'Amérique. Alors, la seule chose que je peux attaquer, c'est quoi? L'économie mondiale, n'est-ce pas? C'est pourquoi ils ont fermé le Strictly-Moose. Parce qu'une fois qu'ils mettent la pression sur l'économie mondiale et que tout cela est interconnecté, cela détruit tout l'édifice. Vous comprenez? C'est un château de cartes. Vous trouvez le point faible, vous le frappez et tout s'effondre. D'accord? Et c'est pour cela que l'Iran fait ce qu'il fait. Et ce que cela nous dit aussi, c'est ceci. Il ne peut pas y avoir de cessez-le-feu. Il ne peut pas y avoir de trêve. Il ne peut pas y avoir de paix. Parce que l'Empire américain et l'Iran se battent pour la nature même et la réalité sociale. D'accord? Et la troisième chose dont je veux que vous soyez conscients, c'est ceci. Rappelez-vous, dans l'allégorie de la caverne de Platon, ils n'ont vraiment rien à faire parce que les prisonniers eux-mêmes veulent protéger le système. Eh bien, c'est aussi vrai ici. Où ça? Si vous êtes dans l'éducation, les médias et la culture, et que vous êtes tout en haut, vous n'êtes pas au pouvoir. Mais vous bénéficiez du système, et donc vous insistez pour protéger le système à tout prix. Et ces personnes, bien sûr, sont appelées les boomers. D'accord? D'accord, pas tous, d'accord. Mais l'élite des boomers, même si eux-mêmes n'ont pas tant de pouvoir que ça, ils sont nombreux, d'accord? Et ils se battront, ils feront en sorte que leurs politiciens et l'armée se battent jusqu'à la mort pour maintenir l'illusion de l'empire qui les avantage. D'accord? Encore une fois, l'allégorie de la caverne de Platon. D'accord, très bien. Donc maintenant, nous pouvons répondre aux 3 questions. Pourquoi cette guerre a-t-elle commencé? Parce que l'Amérique n'avait pas le choix, d'accord? Elle devait défendre l'illusion que l'Empire américain était invincible. Sinon, tout cet édifice s'effondrerait, d'accord? Quand cette guerre prendra-t-elle fin? Cette guerre se termine lorsque l'économie mondiale est détruite. Parce qu'une fois que l'économie mondiale est détruite, tout cet édifice s'effondre. D'accord? Et que se passera-t-il après cette guerre? Eh bien, un nouveau monde émergera où il y aura différentes sphères d'influence. D'accord? Mais nous en reparlerons plus tard. Mais je vous ai d'abord présenté la structure générale de ce qui se passe. D'accord? D'accord. Ce que je souhaite faire maintenant, c'est approfondir la structure de ce monde. D'accord? Ce que je vais vous montrer, c'est que Jeffrey Epstein est l'un des acteurs de ce système. Il travaille pour les Rothschild, ainsi que pour les sociétés secrètes, ainsi que pour le capital central, et il est impliqué dans la science, le crime et le renseignement. D'accord? Et encore une fois, la preuve, c'est ce qu'on appelle les dossiers Epstein. Très bien, alors regardons les dossiers Epstein. D'accord, voici Jeffrey Epstein et voici Donald Trump. Très bien. Jeff Epstein est mort en 2019 dans une prison fédérale. Et il était poursuivi pour de nombreux crimes. Et le FBI a mené une enquête sur lui. Et tout récemment, les États-Unis, via le département de la justice, le DOJ, ont publié sur leur site environ 3 millions de documents concernant l'enquête sur Epstein. Et beaucoup de ces documents sont des emails. Et ce que vous découvrez, c'est qu'il connaît toutes les personnes puissantes du monde. Donc pendant très longtemps, on a cru que Jeffrey Epstein était un agent du Mossad. D'accord? Et son travail était d'attirer des Américains puissants, comme Bill Gates, Bill Clinton, sur son île appelée l'île d'Epstein, où il les filmait. Les faire participer à des activités compromettantes. Et ensuite, il les faisait chanter, d'accord? Et c'est ce que, pendant très longtemps, les gens pensaient être le rôle de Jeffrey Epstein. Mais ensuite, quand on regarde les emails, on se rend compte qu'en fait, non, c'est ce qu'il faisait pour s'amuser. En réalité, il a gagné la majeure partie de son argent dans le trafic d'armes et le blanchiment d'argent. De plus, Bill Gates n'allait pas sur l'île d'Epstein pour donner de l'argent à Jeffrey Epstein. Jeff Epstein, c'est lui qui allait demander de l'argent.
Réfléchissez à ça, d'accord? Bill Gates, qui fut un temps l'homme le plus riche du monde, suppliait Jeff Epstein pour de l'argent. Pensez-y. D'accord? Bon, alors, regardons qui il est. D'accord, voici Peter Thiel. Peter Thiel, comme vous le savez, est l'un des hommes les plus riches d'Amérique. Et Peter Thiel et Jeffrey Epstein sont en train d'organiser un rendez-vous. Encore une fois, ce n'est pas Jeffrey Epstein qui cherche à rencontrer ces types, c'est eux qui le recherchent, d'accord? Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, essaie en fait de prendre rendez-vous avec Jeffrey Epstein. Très bien, pourquoi? Parce que, dit Jeffrey Epstein, je représente les Rothschild. Très bien, votre argent est faux, votre argent vient de la bourse, votre argent est une illusion. Moi, je représente le vrai argent, le vrai pouvoir, la vraie richesse, d'accord? Très bien, les Rothschild. Donc, Jeff Epstein est très proche de la famille Rothschild. Pourquoi? Eh bien, voici Irena de Rothschild, l'un des membres de la famille Rothschild, d'accord? Et en décembre 2018, d'accord, c'est un an avant sa mort, Jeremy Epstein envoie un email à Aaron de Rothschild en disant « Hey, laisse-moi te raconter quelque chose de vraiment drôle. Harvard dit que lorsque Hitler était pauvre, il vivait dans une maison de charité, qui était financée par 3 familles juives fortunées. Et qui sont ces 3 familles riches? Ce sont les Rothschild, n'est-ce pas? Ensuite, il y a les Epstein, moi et les Gutmann. Donc ces 3 familles, les Rothschild, les Epstein et les Gutmann, remontent à des siècles. D'accord? Donc Epstein est membre de l'une des familles les plus puissantes du monde. D'accord? Maintenant, un Rothschild au hasard répond et dit « Oh, ce n'est qu'une théorie du complot. » N'est-ce pas? D'accord? C'est une façon de dire que les Juifs ont créé Hitler. Et Epstein se fâche contre lui et dit « Non, c'est 100% vrai, mec. Hitler vendait ses vêtements et vivait déjà dans un foyer financé par des Juifs. Epstein, Rothschild et Gutmann, pas de complot. C'est vraiment vrai, d'accord? Les Epstein, qui sommes-nous? Nous sommes les banquiers de Vienne. D'accord? Nous sommes là depuis le plus longtemps. Vous, les Rothschild, vous pensez que vous êtes puissants. Eh bien, nous sommes puissants aussi. D'accord? Très bien, continuons. Alors, le FBI mène une enquête sur Jeffrey Epstein et ils ouvrent un dossier sur lui. Et il y a une source humaine confidentielle, en gros un espion, qu'ils recrutent pour leur dire qui est Jeffrey Epstein et quel est son réseau. Et le FBI est en quelque sorte stupéfait par ce qu'il découvre, d'accord? Amber, pourrais-tu m'aider à lire, s'il te plaît? D'accord, très bien. Commencez par le haut. C'est dur à lire, d'accord? Faites de votre mieux. C'est exact. Il faut savoir que Jeffrey Epstein était personnellement représenté par l'avocat Dershowitz. Alan Dershowitz est professeur à Harvard et l'un des hommes les plus puissants d'Amérique. Continuez. CHS. Vous vous souvenez de Dershowitz? Dit à Alex. Ça? Très bien. Nose. Le procureur du district sud de la Floride à l'époque a déclaré qu'Epstein appartenait à la fois nous et les services de renseignement alliés. Bon, alors en 2008, Epstein a été arrêté en Floride pour comportement inapproprié, d'accord? Et Alonso arrive et dit « Hé, vous ne pouvez pas arrêter ce type parce qu'il travaille pour les services de renseignement. » En réalité, la vérité c'est que l'intelligence est un atout pour lui, d'accord? Continuez. CHS a diffusé des enregistrements d'appels téléphoniques entre Deschon et Epstein au cours desquels il a commis des actes répréhensibles. Elle a pris des notes. Après ces appels, le Mossad appelait ensuite Dershowitz pour faire un débriefing. Epstein était proche de l'ancien premier ministre d'Israël. Ehud Barak est formé comme espion sous ses ordres. Barak pensait que Netanyahou était un criminel. L'Arabie saoudite, Israël et les Émirats arabes unis sont alliés contre le Qatar, la Turquie, l'Iran et la Syrie. D'accord. Donc ici, il est dit qu'Epstein travaillait pour le Mossad. Ce n'est pas vrai. D'accord, très bien. Donc si on regarde la vie d'Epstein, il a en fait commencé sa carrière à Dalton. Dalton est l'une des écoles d'élite les plus prestigieuses d'Amérique.
C'est là que se trouvent tous les enfants des familles les plus puissantes, les plus riches et les plus influentes. D'accord? Il a été embauché comme enseignant. Ensuite, il est allé travailler pour Bear Stearns, qui est une société financière. Et c'est là qu'il a appris la finance. Mais ensuite, il est allé travailler pour Douglas. Qui est Douglas? Douglas est un trafiquant d'armes. Impliqué dans l'affaire Iran-Contra, d'accord? Donc, c'est l'un des plus grands trafiquants d'armes au monde. Et puis il a commencé à travailler pour Barak, qui est le premier ministre ou l'ancien premier ministre d'Israël, d'accord? Alors tout le monde se dit, d'accord, eh bien c'est parce qu'il absorbe tout et c'est pour ça qu'il était déplacé d'un endroit à l'autre, d'accord? Mais une autre façon de dire cela, c'est que c'est un agent et qu'il est formé par des mentors à comprendre comment fonctionne le pouvoir. Est-ce que ça a du sens? Disons simplement que j'ai une grande entreprise, d'accord? Et je suis président. Mon fils va hériter de cette entreprise. Comment puis-je le former pour qu'il devienne un bon patron? Eh bien, je le fais travailler dans différents services de l'entreprise et j'ai des mentors qui le forment dans ces différents services, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que Dalton? Dalton, c'est de l'éducation, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Bear Stearns? Finance. Qui est Douglas? C'est un criminel, notre roi du trafic. Et qui est Barad? Il représente le renseignement, n'est-ce pas? Est-ce que ça a du sens, les gars? Il est formé, encadré dans les différents secteurs du pouvoir dans le monde, d'accord? Continuez à lire. Masha Drokova, numéro de téléphone 1, est basée dans la Silicon Valley. Elle dirige une entreprise appelée Day One Ventures, qui serait apparemment une société d'investissement en phase de démarrage. Elle était auparavant le principal contact du président russe Vladimir Poutine dans le mouvement de jeunesse russe. CHS et Drukova ont parlé, mais Drukova n'a absolument pas évoqué la technologie. À la place, elle a regardé CHS et a dit « Tu connaissais Epstein, n'est-ce pas ?» Elle a dit qu'Epstein était un homme merveilleux. D'accord, donc Epstein était lié à Vladimir Poutine, c'est bien ça? Très bien, lisons la dernière section. C'est la plus importante, d'accord? Siège a donné des conseils à Shabbat. D'accord, Shabbat Lubavitch, c'est bien ça? L'organisation dont nous avons parlé. Oui, continuez. Shabbat fait tout son possible pour s'approprier la présidence de Trump. Le Shabbat est en gros le judaïsme sanctionné par l'État. Poutine l'utilise pour surveiller tous les oligarchistes russo-juifs. Le jour de l'élection de Trump à la présidence, Ivanka Trump et Jared Kushner. Ils se recueillaient paisiblement, juste devant la tombe sacrée du grand rabbin. Schneerson. Vous vous souvenez, lors du dernier cours, je vous ai montré une vidéo de Netanyahou qui s'approchait. Un rabbin, appelé Rabbi Nehar Soun, lui dit « Me donnerez-vous votre bénédiction ?» Et Sturgeon répond « Oui, je le ferai. Et dépêchez-vous, faites venir le Messie. » D'accord. Tout est donc interconnecté. D'accord. Netanyahou, Schneerson, la famille Trump, Poutine, tout cela est lié par le biais du Shabbat Lubavitch et de Jeffrey Epstein. D'accord. Continuez. Qui était le rabbin le plus influent du réseau Shabbat? Jared n'a pas révélé sa participation dans Cadre. En raison de ses liens avec l'État russe NFI. CHS pensait que c'était, et que c'est encore, la véritable histoire de collusion russe. Kushner avait transféré d'importants montants d'investissements russes. Le FBI devrait enquêter sur les œuvres caritatives de la famille Kushner afin de trouver des preuves de corruption et de blanchiment d'argent. Chabot utilise régulièrement des œuvres de charité pour blanchir de l'argent. Très bien, c'est tout, les gars, d'accord? C'est tout. Le FBI a mené une enquête. Ce qu'ils ont découvert, c'est que Jeffrey Epstein et Jared Kushner font tous deux partie de ce réseau transnational capable de coopter différents États-nations, y compris la Russie, y compris l'Amérique. Et ils sont tous liés à cette autre organisation religieuse transnationale appelée le Chabad Lubavitch. Et leur chef est le rabbin Schneerson. C'est un seul et même grand réseau. Bien? Et examinons cela. Bon, ceci est un rapport gouvernemental secret.
Ce qui s'est passé, c'est que lorsque les Américains sont entrés en Afghanistan, les Britanniques y sont entrés également. Le prince Andrew, frère du roi, a demandé au gouvernement britannique d'étudier les opportunités d'investissement en Afghanistan. Voici donc le gouvernement britannique. Par conséquent, tout ce qu'il rapporte doit rester confidentiel. C'est un secret d'État, en gros. Et ce rapport indique au prince Andrew quel est le meilleur endroit où investir en Afghanistan. Et que fait le prince Andrew? Il l'envoie directement par email à Jeffrey Epstein. D'accord? Vous pensez que ces types travaillent pour le gouvernement, le prince Andrew? Non, non, non. Ils travaillent pour Jeffrey Epstein qui travaille pour les Rothschild. D'accord? Très bien. Voici la Libye. Alors, en février 2011, d'accord, nous sommes en juillet 2011, l'Amérique commence à bombarder la Libye et il semble que Kadhafi va tomber. Et déjà, Jeffrey Epstein et ses amis discutent de la manière de tirer profit de cette situation. Parce qu'ils savent que la Libye possède de nombreux avoirs gelés dans des banques américaines. Donc, une fois qu'un nouveau gouvernement sera en place, ce nouveau gouvernement voudra récupérer cet argent. Et Jeremy Epstein et ses amis se disent « Faisons ça pour eux et prenons une commission. » Sais-tu lire? Compris. N'oubliez pas que 80 milliards de dollars d'actifs sont déjà gelés à l'international, dont 30 milliards. 2,4 milliards de dollars se trouvent aux États-Unis. Et on estime que le nombre réel se situe entre 3 et 4 fois ce chiffre en termes d'actifs souverains volés et détournés. Donc, si nous pouvons identifier et récupérer 5 à 10% de ces fonds et recevoir 10 à 25% en compensation, on parle de milliards de dollars. Mais la véritable carotte, c'est si nous pouvons devenir leurs interlocuteurs privilégiés parce que ils prévoient de dépenser au moins 100 milliards de dollars l'année prochaine pour reconstruire leur pays et relancer l'économie. Rappelez-vous aussi que la Libye est un pays riche avec une population inférieure de 2 millions à celle de la ville de New York et qu'elle possède les 9e plus grandes réserves de pétrole brut et de gaz naturel au monde, ainsi qu'un taux d'alphabétisation de près de 80%. D'accord. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe, ok? Ce sont des parasites. Ils observent la géopolitique et se demandent comment profiter des événements géopolitiques pour gagner un maximum d'argent pour eux-mêmes. D'accord? Et vous vous dites, bon, Jeffrey Epstein n'est plus là. Oh, désolé, d'accord, très bien. Donc, autre chose dont je veux discuter avec vous, c'est le Bitcoin. D'accord? C'est donc dans un article du Guardian qui montre que Jeffrey Epstein aidait à financer le développement du Bitcoin. D'accord? Mais pas seulement, je veux aussi vous montrer cette photo. C'était en 2004 à Harvard, d'accord? Voici Larry Summers, qui est le président de l'université Harvard. Voici Steven Pinker, l'un des plus célèbres universitaires de Harvard. Et ce type, c'est Jeffrey Epstein, d'accord? Qui paie l'addition pour ce dîner? Probablement Jeffrey Epstein. Et vous vous demandez, que se passe-t-il ici? Et je le répète, vous pensez que le monde universitaire consiste à rechercher la vérité, à faire de la recherche? Eh bien non, ce n'est pas le cas. Il s'agit de protéger et de justifier le statu quo. Il s'agit de fournir un réseau permettant à des personnes influentes de se rencontrer et de travailler ensemble. D'accord? Et le JP? Les dossiers Epstein révèlent cela, à quel point le monde universitaire et scientifique est corrompu. Tout cela fait partie de cet immense réseau transnational. Cette grande alliance entre la science, le crime et le renseignement afin d'extraire le maximum de valeur possible du monde. D'accord? Ce sont des parasites. Et vous vous dites, ok, et Jared Kushner? Eh bien, Jared Kushner fait la même chose, les gars, d'accord? C'est Jared Kushner, n'est-ce pas? Qui est cet homme? Vladimir Poutine. Que font-ils? Ils discutent de la paix en Ukraine. Parce que ce que Jared Kushner dit à Poutine, c'est « Écoutez, je peux négocier, d'accord? Je spécule, d'accord? Je ne sais pas, d'accord? Mais j'imagine qu'il est promoteur immobilier. Alors Singapour, hein? » Après la conclusion de ce traité de paix entre l'Ukraine et la Russie, l'Ukraine devra être reconstruite. Donc, tu devrais donner des opportunités à, tu sais, d'accord, ça c'est la Russie, puis tu passes à l'Iran.
Voici Jared Kushner, Steve Woodcock et le ministre des Affaires étrangères Oman. Et avant que l'attaque contre l'Iran n'ait lieu, il y avait ces négociations de paix entre les Iraniens. Et Jared Kushner et Steve Woodcock, qui représentent les Américains. Ce type, Steve Woodcock, pendant les négociations, est passé à la télévision et a dit que, oh, les Iraniens essaient de créer Ils essaient d'enrichir de l'uranium de qualité militaire aussi vite que possible, d'accord? Donc ce que fait Steve Wolkoff, c'est qu'il sabote les négociations de paix. Ces gars-là négocient avec les Iraniens, non pas pour créer un traité de paix, mais pour créer une justification à la guerre, d'accord? Oh, et aussi c'est Jared Kushner, désolé. Oh, mince, d'accord. C'est Jerry Kushner, voici Steve Witkoff et voici Benjamin Netanyahou. Qu'est-ce qu'ils font? Ils discutent de la paix à Gaza. Pourquoi? Parce que après que la paix soit instaurée à Gaza, Steve Witkoff et Jerry Kushner vont diriger une équipe immobilière pour transformer Gaza en ces villas de luxe, les gars. C'est comme ça que le monde fonctionne. Encore une fois, il y a un problème avec le système, non? Donc, d'accord, eh bien, c'est comme ça que le monde fonctionne. Alors, la question est donc, d'accord, si c'est ainsi que le monde fonctionne et que Jerry Epstein, Jerry Kushner et d'autres détiennent le vrai pouvoir dans le monde et qu'ils représentent l'élite, comment le savons-nous? Pourquoi les dossiers Epstein sont-ils publiés sur le site du gouvernement, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que vous pouvez aller au ministère de la Justice et consulter toutes ces choses? Eh bien, parce qu'il y a un problème avec ce système. Et c'est ça, ce système est un parasite, n'est-ce pas? Donc, ils extraient de la valeur de l'État-nation. Alors, d'autres élites se demandent pourquoi ce ne seraient pas elles les parasites et pas nous, n'est-ce pas? Donc, ce qui se passe, c'est une guerre civile entre l'élite, ces gens-là, et la contre-élite, des personnes qui veulent prendre leur place et devenir les parasites. D'accord? Et c'est pour ça qu'on voit ce conflit émerger en ce moment en Amérique. Très bien. Des questions, les gars? Des questions? Très bien. Nous discuterons de ce conflit civil, de cette guerre civile au prochain cours.